Le 4 février 1961. Et alors ça, c'est deux parfums différents qu'il faut séparer, qui sont très typiquement indiens. Ça, c'est rectitude. Et ça, c'est une sincérité, une simplicité sincère ou une sincérité simple. Ça ne fait rien. En anglais, c'est simple sincerity. Ça, j'ai toujours trouvé que ça avait un parfum qui nettoyage. Quand on respire ça, tout ça, ça devient propre. C'est frais. C'était pas tant, hein. Je me suis guéri un commencement de rhume avec ça. Une fois. Quand c'est pris juste au commencement, ça remplit tout, le nez, la gorge. Ça, c'est tout à fait à l'autre bout. Mais je trouve ça très, très puissant. C'est étrange, n'est-ce pas? Oui, c'est étrange. C'est pas doucereux du tout. Hein? Ce n'est pas doucereux du tout. Ah non, C'est bien, c'est bon. c'est très puissant. Ça a été en grande partie le parfum qui m'a fait donner la signification. Quelque chose comme ça, qui se tient comme ça. Moi, je trouve ces études-là très intéressantes. C'est comme, ça correspond à quelque chose de tout à fait vrai dans la nature. Quelqu'un m'a apporté, sans rien me dire, une fois, une espèce, pas un bouquet, mais une branche de tulsi. Tu sais, tulsi. Alors j'ai senti ça, j'ai dit, oh, dévotion. C'était absolument n'est-ce pas, une vibration de dévotion. Et puis après, on m'a dit, c'est justement la fleur de la plante et la fleur de la dévotion pour Krishna. C'est consacré à Krishna. Et alors, une autre fois, on m'a apporté des espèces de fleurs qui ne sont pas des fleurs. Ça ressemble un peu à du maïs. C'est des grandes choses comme ça. Ça sent très fort. On m'a apporté ça, j'ai dit, oh, pureté ascétique. Comme ça, rien que l'odeur comme ça. Puis après, on m'a dit que c'était la fleur de Krishna, la fleur de Satapasya. Et eux, n'est-ce pas, ils ont une vieille connaissance. C'était la vieille connaissance védique qu'ils ont gardée comme ça. Ça veut dire que c'est quelque chose de concrètement vrai, n'est-ce pas? Ça ne dépend pas du tout du mental, de la pensée ou même des sensations. Ça, c'est une vibration. Mais cette fleur, cette espèce de grand épi qui ressemble à du maïs, est-ce que c'est la fleur de Krishna? Ça, c'est Shiva. La fleur de Shiva. Oui, quand il fait sa tapasya. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les serpents aiment cette odeur fantastiquement. De très loin, ils viennent faire leur nid dans ces buissons pour cette odeur. Et tu sais que le serpent, c'est le pouvoir d'évolution, c'est l'animal de Shiva. Il se met toujours des serpents sur la tête tout autour du cou parce que c'est le pouvoir d'évolution, transformation. Et cette fleur, cet épi. Et les serpents l'aiment.
Quand il y a, n'est-ce pas, ça pousse près des rivières souvent. Quand il y a un bouquet de ces plantes-là, il y a toujours des nids de serpents dedans. On est sûr pour des nids de serpents. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est pas une question que nous avons décidé comme ça, ce sont des vibrations conscientes dans la nature. Le parfum, la couleur, la forme, tout ça, c'est une expression spontanée de mouvement vrai. Et qu'est-ce qu'il représente le serpent, physiquement? Qu'est-ce qu'il incarne, le serpent, physiquement? Le serpent? Oui, qu'est-ce qu'il incarne, physiquement, dans le monde matériel? Mais c'est la vibration d'évolution. Le serpent, c'est la vibration d'évolution. Oui, c'est... Je dis pas symboliquement, mais physiquement, matériellement. L'animal. Il a, n'est-ce pas, c'est une concentration formidable de vitalité. Ah oui. Ouf, c'est de tous les animaux celui qui a le plus de vitalité. Il a une vitalité formidable. Énergie, comment est-ce qu'on appelle ça? Vital. Progressive, énergie. Dynamique. De mouvement. Progressive pris dans le sens mécanique. On l'a changé en le sens psychologique, mais le sens de mouvement. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours cette impression maléfique avec ces animaux? Hein? Mais pourquoi a-t-on toujours cette impression maléfique? Les chrétiens disent que c'est à cause de l'histoire du paradis, n'est-ce pas, que tout ça c'est des incompréhensions. Hein? Théon me disait toujours que dans la traduction vraie de l'histoire de la Bible, n'est-ce pas, du paradis et du serpent et tout ça, que c'est quand l'homme a voulu passer de un état de divinité animale, n'est-ce pas, comme les animaux, à l'état de divinité consciente, par le développement mental. Que c'est ça le symbole d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Et que ce serpent, il disait toujours que c'était un serpent irisé, c'est-à-dire qu'il avait toutes les couleurs du prisme, que c'était le pouvoir d'évolution, la force, le pouvoir d'évolution, et que c'était naturellement le pouvoir d'évolution qui les avait fait goûter aux fruits de la connaissance. Et alors, selon lui, le Jéhovah était le chef des Asuras, le suprême Asura, le dieu égoïste qui voulait tout dominer et que tout soit sous son contrôle. Et naturellement, ça l'a rendu furieux parce que ça rendait l'homme, ça permettait à l'homme de devenir un dieu par le pouvoir d'évolution de la connaissance. Et que c'est pour ça qu'il les a chassés du paradis. Il y a beaucoup de vérité, beaucoup. C'est raconté d'une façon enfantine, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de vérité.
Mais, et on pourrait presque dire que de tous les animaux, c'est le plus sensible au pouvoir hypnotique, au pouvoir magnétique. Si vous avez en vous ce pouvoir, pouvoir magnétique, c'est un pouvoir dans le vital le plus matériel. Si vous avez en vous ce pouvoir, vous pouvez être très facilement le maître des serpents. Tous les gens qui les aiment ont ça. Et c'est avec ça qu'ils les font obéir. C'est comme ça, n'est-ce pas, que je me suis tiré d'affaire à Tlemcen avec ce Nava. Tu connais l'histoire? Oui, Nadja. C'est comme ça, c'est parce qu'il m'avait dit ça, je le savais, et c'est ça ce dont je me suis servi avec l'animal qui a obéi, n'est-ce pas, qui est parti. Et c'est après ça que j'ai été, je l'ai raconté aussi, tu connais l'histoire, n'est-ce pas, quand j'ai été visité par le roi des serpents, c'est-à-dire l'esprit de l'espèce. C'est raconté toujours, quelque part. Il est venu me trouver à Tlemcen après cet incident, n'est-ce pas? Après cet incident, il y a un autre incident où j'ai aidé un chat à vaincre un petit aspic. Ils ont des aspics là-bas, comme celui de Cléopâtre, très dangereux. Et c'était un gros chat angora roux qui s'était mis d'abord à jouer et puis furieux, naturellement, contre cet aspic. Et alors l'aspic sautait sur lui et le chat, j'ai vu ça pendant plus de 10 minutes, c'était extraordinaire. Il sautait de côté avec une telle rapidité que l'aspic passait comme ça en tangente, et alors en même temps qu'il sautait, le chat lui donnait un coup de patte toute griffe dehors. Et chaque fois ça l'égratignait. Alors l'autre perdait petit à petit son énergie, alors à la fin, je l'ai empêché de le manger parce que c'était dégoûtant. Alors après ces deux incidents, une nuit j'ai été visité par le roi des serpents. Il avait une couronne superbe sur sa tête, n'est-ce pas, tout ça symbolique. Enfin, c'est l'esprit de l'espèce. Il avait l'apparence d'un cobra. Il était admirable, n'est-ce pas, c'était une bête formidable, admirable. Il est venu me trouver et il m'a dit qu'il venait pour faire un pacte avec moi parce que j'avais été montrer mon pouvoir sur son espèce et qu'il voulait faire un pacte. Alors je lui ai dit, bien, qu'est-ce que tu veux? Alors, il m'a dit, je te promets que non seulement ils ne te feront pas de mal, mais ils t'obéiront. Seulement, il faut que toi, tu me donnes une condition. C'est que tu n'en tueras jamais un. Alors, j'ai réfléchi, je lui ai dit non. Je ne peux pas prendre cet engagement. Parce que si un des tiens, n'est-ce pas, un jour attaque un des miens, c'est-à-dire un être qui dépend de moi, et je ne peux pas ne pas le défendre à cause de mon engagement vis-à-vis de toi. Je peux t'assurer que je n'ai aucun mauvais sentiment et que je n'ai pas l'intention de tuer, ce n'est pas dans mon programme de tuer. Mais je ne peux pas m'engager.
parce que ça ferait une limitation à ma liberté de décision. Alors il n'a rien répondu et il est parti. Et c'est resté sur le statu quo. Mais j'ai eu plusieurs expériences où il était évident que j'avais un pouvoir sur les serpents. Pas autant que sur les chats. Les chats, c'est extraordinaire. Mais sur les serpents, il y a une fois, c'était quand je sortais en voiture, puis je descendais, je marchais, et puis Alors un jour que j'avais marché, j'étais remontée dans la voiture et j'allais m'en aller, la porte était encore ouverte. Quand est venu, juste de l'endroit que j'avais quitté, n'est-ce pas, que je venais quitter, un assez grand serpent qui venait furieux, comme ça, pour sauter sur moi et qui arrivait tout droit sur la porte ouverte de la voiture, n'est-ce pas, en bataille. Alors, heureusement, il n'y avait ni chauffeur, ni parupage, j'étais toute seule. Autrement, le serpent est arrivé. Alors, quand il est venu tout près, qu'il était tout près, je l'ai bien regardé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu viens ici? Alors, il y a eu un arrêt, comme ça, et puis il est tombé plat, il est parti. J'ai pas fait, j'ai un geste, j'ai seulement parlé. Seulement parlé, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu viens ici? Et tu sais, ils ont une façon de faire le chiffon comme ça, ils tombent tout d'un coup, et puis, c'est parti. Tout ça, c'était les expériences du temps, comme c'est. Tu as entendu, je crois, tu étais là quand j'ai raconté l'histoire du gros crapaud, un gros crapaud comme ça, tout pustulant. Non? Il y avait, en haut de la maison de Théon, il y avait le salon. La maison était construite en flanc de coteau, n'est-ce pas? Et le sol du salon, ce qu'on appelle le sitting room, était de plein pied avec une petite terrasse qui était au haut de la colline, qui était à peu près le haut de la colline. C'était de plein pied, des grandes portes ouvertes. Il avait un piano là, et je jouais du piano tous les jours. Et alors un jour, j'ai vu entrer par la baie ouverte un énorme crapaud noir, énorme, qui s'est assis sur son derrière, à l'entrée, qui a gonflé son cou, comme ça, et tout le temps que j'ai joué, il est resté à faire comme s'il était, n'est-ce pas, dans un état de délice. Et alors, quand j'ai fini, je me suis retournée. Alors, il a fait un dernier hop, et puis il est parti. Mais ça, c'était comique. Théon m'avait appris aussi comment détourner les éclairs. On peut. Ah oui. Faut un pouvoir Mais il le faisait. Faut un pouvoir formidable. Oh, il avait un pouvoir formidable. Théon avait un pouvoir formidable.
Un jour qu'il y avait un orage, il y avait des orages là-bas terribles. Un jour qu'il y avait un orage, il est monté sur le toit, sur la terrasse tout en haut, au-dessus du salon. Alors je lui ai dit, tiens, c'est un drôle de moment pour aller là-bas. Alors il s'est mis à rire. Il m'a dit, venez, n'ayez pas peur. Alors, je suis montée avec lui. Puis alors il a commencé des invocations. Et j'ai clairement vu, n'est-ce pas, un éclair qui venait droit sur nous et qui, en cours de route, a dévié. Une chose que on dira que c'est impossible. Moi, je l'ai vu dévier. Il a été frappé un arbre comme ça, une distance. Non, j'ai dit à Théon, c'est lui qui avait fait ça. Mais il était terrible, n'est-ce pas, cet homme? Il avait une puissance terrible. Et sérieusement, il était tout à fait très bien. Tu as vu sa photo, hein? Non, jamais. Oh, faut que je te la montre. Hein. Oui, je sais que... Il était beau. Un homme d'une soixantaine d'années. Non, entre 50 et 60. Mais j'ai raconté tout ça. C'est comme ça qui m'a reçu quand je suis arrivée. C'était la première fois de ma vie que je voyageais toute seule. Je suis venue, c'était la première fois que je traversais la mer et la première fois que je voyageais toute seule, les deux choses ensemble. Et Tlemcen, il y a un assez long voyage en train depuis Oran jusqu'à Tlemcen. Et là, je suis arrivée comme ça, après avoir arrangé, managed tout ça, assez bien. Je suis arrivée et il m'a reçu à la gare. Il m'a amené chez lui, c'était assez loin, en voiture. Puis alors on est arrivé à sa propriété qui était une merveille. On arrivait en bas, la propriété c'était sur toute la colline. On dominait toute la vallée de Tlemcen. Et alors on montait ces grandes allées, n'est-ce pas, pour aller chez lui. Moi, je ne disais rien, c'était vraiment une expérience, n'est-ce pas, au point de vue matériel, de voir tout ça. Alors, quand on est arrivé en vue de la maison, il m'a dit, ça c'est ma maison. Elle était rouge, peinte en rouge. Il y avait un homme qui s'appelait Barlet, qui était un occultiste français, qui l'avait mis, lui, en rapport avec la France, qui avait été son premier disciple. Alors il m'a dit, quand Barlet est venu, il m'a dit, pourquoi vous avez fait votre maison rouge? Alors il y a eu dans ses yeux une malice, n'est-ce pas? Et puis une sorte de sourire un peu sardonique. Et puis il m'a dit, je lui ai dit parce que le rouge c'est joli avec le vert. Alors j'ai commencé à comprendre le monsieur. Et puis on est monté un peu. Puis alors tout d'un coup, sans prévenir ni rien, il se tourne, il se plante en face de moi et il m'a dit, maintenant vous êtes à ma merci, vous n'avez pas peur? Comme ça. Alors moi je l'ai regardé, j'ai souri, je lui ai dit j'ai jamais peur, le divin là. Eh bien vraiment ça fait grâce. Il y avait toutes sortes d'histoires dans le pays, des histoires terribles. Voilà.
C'est tout. Un jour, je retrouverai sa photo, je te la montrerai. Il est là avec un grand chien qu'il appelait Little Boy. Un chien qui s'extériorisait de son corps, qui avait des rêves et s'extériorisait de son corps. Ce chien il avait une sorte d'adoration. Et alors, l'après-midi, n'est-ce pas, à une certaine heure, j'entrais toujours en transe, j'avais une méditation, une transe. Et puis alors, quand c'était fini, je sortais me promener avec Théo. Et le chien venait toujours. Et il venait généralement me chercher. Et alors, moi, j'étais tendue sur un divan, n'est-ce pas, dans ma transe. Et alors, un jour, je sens le museau froid du chien sous ma main, comme ça, pour me réveiller. J'ouvre les yeux, pas de chien. Mais je l'avais senti, n'est-ce pas, absolument clairement, son museau froid qui poussait ma main pour que je me réveille. Alors je me suis préparée, puis je suis descendue l'escalier, et sur le panier, qui je trouve mon chien profondément endormi dans un état de transe, lui aussi. Il était venu me trouver pour me réveiller dans son sommeil. Et alors quand je suis arrivée, il s'est secoué, il s'est réveillé, il n'est pas. C'était une nuit intéressante. Puis alors on allait se promener dans les environs, on allait voir, n'est-ce pas, c'est un pays entièrement musulman, hein? On allait voir ces tombeaux musulmans qui sont gardés par des gens, je ne me souviens plus des noms et des mots. Il y a toujours un sage qui garde un tombeau, comme les fakirs d'ici. Là-bas, il y a une espèce de sage qui est une sorte de semi-prêtre, qui a la charge de conserver le tombeau. Et alors, il y a les pèlerins qui viennent. Et ce sage était un ami de Théon, qui lui disait toujours, et alors c'est là que je voyais cette malice passer, qui lui disait toujours des choses. Et un jour, il m'a amené, n'est-ce pas, là-bas, j'aurais dû être toute couverte pour être en accord avec les musulmans. Je me promenais en une espèce de kimono. Et alors, Théon lui a parlé en arabe. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Alors l'homme s'est levé, il m'a salué très cérémonieusement. Puis il est entré dans une autre chambre et il est revenu avec des tasses de thé à la menthe sucrée. Pas des tasses, c'est des espèces de petits verres, comme ça, dans lesquels ils mettent du thé sucré, très sucré, c'est pas comme un sirop, et à la menthe. Il m'a apporté ça, en grande série. J'ai été obligé de le prendre. C'était là, n'est-ce pas, à Tlemcen, qu'on avait voulu planter des pins, comment est-ce qu'on appelle les pins des montagnes, les pins sylvestres, non? Des pins sylvestres. Et qu'au lieu de planter ça par erreur, on a fait venir des sapins de Norvège. Et alors il s'est mis à neiger.
Ils avaient planté, il n'y avait jamais eu du vent. C'est à quelques kilomètres du Sahara. C'est chaleur. Il y avait 45 degrés à l'ombre en été. 56 au soleil. 45 degrés à l'ombre. Eh bien, une nuit, Madame Théon, qui était couchée sur son lit et endormie, elle a été réveillée par un petit être qui était comme un gnome norvégien, avec le bonnet pointu, les souliers pointus, retournés, et tout plein de neige qui s'était mis à fondre dans sa chambre, dégoûté par terre. Et alors, elle l'a regardé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es dégoûtant, tu me salis embarqué. Alors il dit, je suis venu t'annoncer qu'on nous a appelés et que nous sommes venus sur la montagne. Alors qui es-tu? Le Seigneur de la neige. Alors il lui a dit, c'est bon, je verrai ça quand je me réveillerai, sors d'ici, tu me salis ma place. Elle est partie. Et quand elle s'est réveillée, il y avait une plaque d'eau par terre. C'était pas un rêve. Il y avait une plaque d'eau encore. Et elle regarde par la fenêtre, toute couverte de neige. C'était la première fois qu'elle était là depuis des années. Il n'y en avait jamais eu. C'était tout couvert. Depuis ce moment-là, tous les hivers, c'était couvert de neige. N'est-ce pas? Quand les gens sont eux-mêmes dans cette conscience occulte, toutes les choses sont possibles. Ça amène une atmosphère où tout est possible. Ce qui, n'est-ce pas, pour notre bon sens européen est impossible. Tout est possible. Et elle était anglaise. Et lui était, je ne sais pas s'il était polonais ou russe, mais c'était un juif d'origine, qui avait dû quitter son pays à cause de ça. Ils étaient européens, tous les deux. Mais c'était très intéressant. J'ai vu là, vraiment. On se demande, n'est-ce pas, quand on était sorti de là, on se disait, mais est-ce que j'ai rêvé? Ça paraît tellement fou, n'est-ce pas, tout ça? Et c'est seulement quand j'ai raconté toutes ces choses à Sherbido qu'il m'a dit que c'était tout naturel. Pas grave. Quand on a soi-même le pouvoir en vie, on crée autour de soi une atmosphère où les choses sont possibles. Parce que c'est tout là, c'est seulement que ce n'est pas tiré à la surface. Voilà, il est l'heure de s'en aller. Alors on n'a pas travaillé, j'ai encore une fois bavardé. Mais c'est pas la peine de raconter tout ça, parce que c'est déjà raconté. C'est pour toi que je le raconte. Pour ton amusement personnel. Il y a des choses qui peuvent intéresser tout le monde. Non, m'ont laissé. Et puis il y a des choses que je n'ose pas. Il y avait des choses que je ne voulais pas dire. Parce que j'étais impudique non plus. Parce qu'après tout, il m'a beaucoup appris.
Voilà, petit. Sherbinde disait toujours ça, que le plus grand obstacle pour la compréhension vraie et la participation à l'œuvre, c'est le bon sens humain. Très grand. Il disait que c'était pour ça que la nature, de temps en temps, crée des fous. C'est en ceux qui ne sont pas assez puissants pour supporter le débridement de cette petite imbécilité de bon sens. Voilà, alors je te vois le 7. C'est l'heure, n'est-ce pas? Tu as quelque chose à dire? Quelquefois, je suis un peu tourmenté justement par le fait que j'ai pas l'impression de beaucoup avancer ni d'avoir des expériences. J'ai l'impression qu'il se produit rien. C'est une source un peu de découragement. Je me demande quelquefois pourquoi. C'est tous ces jours-ci, les nuits se passent avec toute une région du subconscient qu'il faut absolument clarifier et qui est justement cette région où on se sent impuissant, imbécile, ignorant, pas progressif du tout, lié par toutes sortes de stupidités. Il faut que tout ça soit clarifié. J'ai tous ces jours-ci des expériences la nuit qui, si je ne savais pas ce que je sais, et si je n'avais pas eu les expériences que j'ai eues, je serais très découragé. L'impression comment sortir de tout ça. C'est cette impression que les gens ont toujours eu. Nous sommes irrémédiablement imbéciles. Alors, toujours la même solution, fuir de la vie pour fuir de cette imbécilité. Mais maintenant, je le vois sous un autre angle, n'est-ce pas? Mais vraiment, c'est un fardeau. Alors, je suis en train de faire le travail. Et ce que je recommande à tous ceux, justement, qui ont la capacité, la possibilité de me suivre, restez bien tranquille, de ne pas se tourmenter, de ne pas se faire de soucis, que si on a un peu une impression comme ça, un peu déprimante, de ne pas y faire attention, de vivre tranquillement à la minute, sans se soucier de rien, ça passera. Ça passera. Et naturellement, plus on est tranquille et plus on est confiant, plus ça passe vite. C'est tout. Que tu es bien accroché, ça je peux te le garantir. Très bien accroché, tout ce que
tout mon mouvement en avant, automatiquement t'entraîne avec. Alors, ne te fais pas de soucis. Commence ton livre sur Aurobindo. Il faut que je relise. Hein? Il faut que je relise tout. Mais tu as relu déjà. Tu J'ai as lu 2 livres, doucement. Hein? En 10 mois, j'ai relu 2 livres. Mais ça ne fait rien. Tu as des choses. Mets des notes sur ton papier. Tu as des choses déjà que tu sais que tu veux dire. Mets tout ça comme ça. Hein? Je t'assure, ça te fera du bien. Je l'ai vu ces jours derniers plusieurs fois. Je voulais te dire, mais commence dans ton livre sur de n'importe où, par n'importe quel bout, le milieu, la fin, le commencement, ça ne fait rien. Les choses que tu sens que tu as à dire, mets-les. Comme ça. Et puis tu entends des notes. Ça, c'est bon. C'est bon d'être occupé comme ça maintenant, ces temps-ci. C'est bon. Et puis alors, pour nos autres rencontres, tu peux préparer un peu de la synthèse. Nous verrons ensemble. Voilà. Au lieu de me faire toujours bavarder et augmenter ton travail, ça n'aura pas de fin. Oui, mais c'est intéressant. Si ça continue comme ça n'aura jamais de fin. Mais heureusement. Non, tu peux pas te soucier. Tu es sûr, tu es sûr non seulement d'avancer, mais d'aller. Et le mental qui se tourmente, tu ne l'occupes pas. Avec ce qu'on dit. Voilà. Au revoir. Dommage que tu n'aies pas de communication.